Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation à participer à votre symposium dont le programme est absolument fascinant. Et je suis très heureuse parce que c'est une première expérience pour moi au Maroc. Donc j'ai honte de dire que je n'étais jamais venue avant. Et donc vous m'avez demandé de traiter du traitement hormonal de l'endométriose. Alors comme je ne savais pas dans quelle langue on s'exprimait ici, les diapos seront en anglais. J'en suis désolée pour ceux qui ne lisent pas bien l'anglais. Et j'ai essayé, vous verrez, de sortir un petit peu ce qui est nouveau dans ce traitement, parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise depuis longtemps. Donc ça, c'est mes liens d'intérêt. Et donc, la première chose que vous avez sûrement rencontrée, c'est que les femmes sont plutôt assez opposées souvent, a priori, à recevoir des traitements hormonaux pour tout un tas d'informations qu'elles reçoivent sur les réseaux sociaux essentiellement. C'est notre principal ennemi, les réseaux sociaux en tant que médecin. Et donc, vous voyez que dans des études qui ont été faites sur des sondages en ligne, on a des cohortes assez importantes, par exemple 1400 participantes, et 2/3 d'entre elles ont dit qu'elles ne voulaient pas prendre de traitement hormonal à cause des effets indésirables, et notamment la perte de la libido, les saignements utérins anormaux et l'échec de contrôle de la douleur. Et puis, dans d'autres études, on a pu apprendre que c'était surtout les femmes jeunes que ça concernait. Ça va avec l'usage des réseaux sociaux, vraisemblablement. Les femmes qui vivent dans des grandes villes et les femmes qui ont un haut niveau d'éducation. Et enfin, la toute dernière étude nous montre que, effectivement, ces femmes sont opposées a priori à ces traitements hormonaux, en tout cas extrêmement méfiantes, mais que presque un tiers d'entre elles disent qu'elles connaissent mal ces traitements. Et donc, la première chose qu'on doit faire, nous, pour améliorer leur adhésion à ces propositions, c'est bien sûr de leur donner des informations très détaillées sur ces traitements, ce qu'on en sait, ce qu'on n'en sait pas, les risques qu'on leur fait courir avec ces traitements et les bénéfices qu'elles peuvent en attendre. Dans certaines situations, le traitement hormonal ne devrait pas être proposé seul ou pas du tout. Donc, les endométrioses asymptomatiques, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de niveau de preuve pour démontrer que le traitement hormonal permet de façon certaine de contrôler la maladie. Vous savez que rien que les données sur l'évolution de cette maladie sont très évolutive elle-même, et que donc on n'est pas certain que donner un traitement hormonal sur le long terme, ça contrôle l'évolution de toutes les endométrioses. Donc l'endométriose asymptomatique sans lésion menaçante pour les voies urinaires ou digestives n'est pas une indication pour l'instant. Et puis les endométrioses symptomatiques avec des problèmes digestifs ou urinaires devraient être prises en charge de façon pluridisciplinaire avec également une équipe chirurgicale. Et bien sûr, les femmes qui ont une endométriose symptomatique et qui désirent une grossesse doivent être prises en charge en collaboration avec les centres d'AMP. Donc, les molécules dont on dispose pour traiter la douleur, parce que c'est dans ce domaine-là qu'on a le plus de données en réalité, de la douleur en lien avec une endométriose, c'est les contraceptifs oraux combinés, les progestatifs et en première ligne, le Dienogest, qui est un progestatif très particulier qui a été développé pour l'endométriose, dont on connaît très bien les mécanismes d'action dans cette maladie. Les inhibiteurs de l'aromatase, excusez-moi, je ne vais pas en parler parce que pour l'instant, ils ne sont pas suffisamment validés. Et puis, bien sûr, il y a les analogues de la GnRH avec des molécules antagonistes qui sont en train d'apparaître sur le marché, que vous aurez, j'espère, bientôt au Maroc également. Et donc, dans la littérature, on n'a pas d'arguments qui permettent de hiérarchiser ces différentes stratégies en termes d'efficacité sur la douleur, si bien que le choix va dépendre en fait du profil de votre patiente, de son histoire thérapeutique, de ce qu'elle a déjà reçu comme médicament, de ses préférences et de la balance bénéfice-risque donc pour cette femme particulière. Donc, je vais essayer d'insister beaucoup plus qu'autre chose sur les nouveautés dans ce domaine. Et en ce qui concerne le traitement des lésions de l'endométriose, donc le contrôle de ces lésions, on a beaucoup de données dans la littérature post-opératoire sur la rechute, beaucoup plus de données que chez les femmes qui n'ont jamais été opérées. Donc, en post-opératoire, on peut proposer toutes les options en fonction de l'historique de cette femme, ce qu'elle a déjà pris, ce qu'elle a déjà toléré, ce qui a déjà fonctionné pour elle. Et puis, chez les femmes non opérées, on a surtout des données sur le Dienogest et on commence quand même à avoir un certain niveau de certitude que le Dienogest a un effet sur l'évolution des lésions et notamment, c'est celles qui sont les plus faciles à évaluer sans opérer de façon itérative, évidemment, c'est le volume des endométriomes. Alors,
Je pars avec une très jeune fille de 18 ans qui a une endométriose profonde symptomatique, qui a été diagnostiquée en imagerie, qui a aucune histoire familiale inquiétante, notamment sur le plan vasculaire, et qui a besoin d'une contraception. Donc chez cette jeune fille-là, on va discuter plutôt probablement un traitement hormonal combiné, une contraception orale combinée, orale ou vaginale ou transdermique, peu importe. Et quel va être le choix qu'on va proposer à cette jeune fille en premier? Alors, je travaille dans un pays où on est les rois du lancement d'alerte. On fait peur au monde entier avec nos histoires de thrombose, puis de méningiome, etc. Donc, sur les contraceptifs oraux, en France, on est cantonné, et d'ailleurs, ce sont les seuls remboursés, à prescrire des contraceptifs dits de deuxième génération, donc qui sont basés à base de lévonorgestrel comme progestatif, et puis d'éthénylestradiol. Ce sont les seules molécules qui sont remboursées en France. Et donc ça, c'est un petit rappel de l'historique en fait de ces contraceptifs oraux que vous connaissez bien. Donc initialement, on avait de fortes doses d'éthénylestradiol, des progestatifs très androgéniques et un certain niveau de thrombose. On a compris qu'il fallait diminuer la dose d'éthénylestradiol pour corriger ce risque de thromboembolie veineuse. Ça a marché dans un premier temps, mais en parallèle, on a voulu améliorer la tolérance dermatologique, métabolique, etc. de ces associations en changeant le progestatif pour un moins androgénique. Et en faisant ça, en fait, on a finalement retrouvé une situation de plus haut risque thromboembolique. Et ça a été très clairement démontré dans les études de Lydegard. Il manque la référence ici, j'en suis désolée. Ça, c'est la dernière étude, tous les événements ayant été contrôlés. Et on voit qu'avec le lévonorgestrel et le norgestimate, on est dans un niveau qui reste raisonnable de surrisque de thrombose, alors qu'avec toutes les autres associations, quelle que soit la voie d'administration, donc y compris la voie vaginale et le patch, on augmente considérablement le risque thrombotique. Alors là, depuis une dizaine d'années pour les molécules, ou peut-être 15 maintenant, à base de stradiol ou de valérate de stradiol associées donc à l'acétate de nomégestrol pour l'estradiol et au dienogest pour le valérate, et puis beaucoup plus récemment l'estétrol, qui est un nouvel estrogène qu'on connaît en fait depuis très 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 longtemps, qui est un produit du foie fœtal et qui a été développé en contraception, donc associé avec la drospirénone, et qui est en cours d'évaluation aussi, vous le savez sans doute, pour le traitement de la ménopause. Et donc, à partir de ces molécules-là, tout récemment dans la littérature, on a eu des données sur l'efficacité dans le contrôle de la douleur associée à l'endométriose. Donc jusque-là, on n'avait pas de raison de prescrire scientifiquement en dehors de la contraception ces associations. Là maintenant, depuis peu, vous avez l'équipe de Caruso notamment qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui montre que ces molécules peuvent réduire le niveau de dysménorrhée, de dyspareunie et de douleur pelvienne chronique. Donc ce sont des associations que maintenant, en toute conscience, on peut proposer aussi pour traiter la douleur de l'endométriose. Et ce qui a beaucoup évolué aussi récemment, c'est les données sur le risque thromboembolique. Donc, j'avais mis sur ma dia de titre tous mes remerciements à Jonathan Doufis. Donc, c'est un de nos confrères pharmaciens de l'université de Namur qui, tout d'un coup, s'est passionné pour la santé des femmes. Il y a des cardiologues qui font ça, il y a des spécialistes de la pharmacologie et de l'hémostase qui font ça. Et en fait, il a mené différents travaux en parallèle pour essayer de réunir un faisceau de preuves concernant le risque thromboembolique avec ces nouvelles associations. Pourquoi cette idée? Parce que l'estradiol et les molécules qu'on appelle présentes physiologiquement dans le corps, c'est plus facile à traduire en anglais, naturally occurring estrogens. Et donc, ces molécules-là sont connues en pharmacologie pour être à peu près 100 fois moins puissantes que l'éthénylestradiol, et donc leur impact au niveau du foie est beaucoup moins important. C'est que quand je dis elles sont 100 fois moins puissantes, c'est leur impact sur les molécules sécrétées par le foie sous l'effet des estrogènes. Donc, il a développé différents outils. Donc, le premier outil, c'est la plausibilité biologique des choses. Donc, vous savez que les estrogènes induisent une résistance à la protéine C activée. Il a développé un marqueur, un modèle biologique d'évaluation de la résistance à la protéine C activée induite par les molécules. Et il propose cet outil maintenant où vous avez pour votre patiente un petit score, une petite réglette, un peu comme une évaluation de la douleur avec un score qui va de 1 à 10, et vous mesurez cette résistance à la protéine C activée normalisée, et ça vous donne le niveau de risque de votre patiente de faire une thrombose sous un traitement ou même a priori avant tout traitement.
Et donc, quand on évalue un certain nombre d'associations estroprogestatives et les nouvelles associations avec de l'estradiol ou de l'estétrol, on voit que la résistance à la protéine C activée induite par les nouvelles associations sans éthénylestradiol est nettement moindre qu'avec les associations à l'éthénylestradiol. Donc, sur le plan biologique, on a déjà une information, c'est en principe, ça doit être moins délétère. Ensuite, il a méta-analysé les données des grandes études de sécurité post-autorisation de commercialisation, c'est les fameuses PAS studies. Et donc, jusque-là, elles sont dessinées, ces études, pour démontrer qu'on n'est pas plus dangereux qu'une association à base de lévonorgestrel, éthénylestradiol. Et du fait de leur design, elles sont pas bien formatées pour avoir la puissance pharmacologique pour démontrer que non seulement on n'est pas plus dangereux, mais on est aussi moins dangereux, éventuellement. Et donc, en faisant une méta-analyse de toutes les données disponibles dans la littérature, il a démontré une diminution du risque thromboembolique en méta-analysant les données dans la vraie vie, dans les études de phase 4, avec les associations à base d'estradiol ou d'estétrol. Et puis, plus récemment, alors ça, c'est une technologie à laquelle on est moins habitué, en partant des bases de pharmacovigilance, la grosse base européenne et la grosse base américaine, et en faisant des évaluations de la discordance de ce que les gens rapportent comme événements secondaires de leurs patients sous traitement. Donc c'est là encore, c'est de la vraie vie post-autorisation d'une certaine façon. Et en fait, vous faites une sorte de rapport entre la déclaration des événements thromboemboliques et le total des événements déclarés. Et vous voyez quel est le ratio entre les deux. Et vous pouvez comparer ce ratio pour des pilules à l'éthénylestradiol et pour des pilules à l'estradiol ou à l'estétrol. Et là encore, cette approche-là démontre que le risque thromboembolique est nettement moins déclaré dans les bases de données. Donc si on extrapole, probablement nettement moins fréquent aussi, qu'avec les associations avec de l'éthénylestradiol. Donc sur la concordance de toutes ces données, qui sont des données biologiques, des données d'études prospectives et des données de recueil épidémiologique des événements secondaires, on commence à avoir des arguments assez forts pour dire que ces associations sans éthénylestradiol sont moins à risque thromboembolique que les associations à l'éthénylestradiol. Donc, finalement, si on se demande ce qu'on peut faire de mieux pour nos patientes, on a quand même plutôt envie de leur donner des associations qui sont moins dangereuses pour leur santé a priori. Et donc, dans le contexte de l'endométriose, vous avez maintenant des données qui vous montrent que ça fonctionne sur la douleur et une concordance un faisceau d'arguments, disons, qui vous montre que ces associations sont moins dangereuses sur le plan thromboembolique, même si ça reste à conforter encore par d'autres études. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire. On pourrait imaginer de préférer ces associations-là. Alors nous, en France, on est très bridés par le problème du remboursement. Hein. Les patientes sont très attachées à avoir des traitements remboursés. Donc elles s'achètent des Louboutins et des iPhones version 232, mais elles payent pas leur pilule 10 € par mois. Donc j'espère que pour vous, c'est plus facile ici. Alors, en revanche, point important, c'est les patientes qui sont avec des facteurs de risque vasculaire et qui sont déjà à haut risque thromboembolique ne sont pas des candidates à cette contraception et à ce traitement, puisqu'on administre quand même les estrogènes par voie orale et que donc on a quand même un petit impact sur le risque thromboembolique, même s'il est nettement moindre qu'avec de l'éthénylestradiol. Alors, une deuxième patiente qui a 36 ans, cette fois-ci, elle a 2 enfants, éventuellement, elle aimerait bien en avoir un troisième. Donc, elle n'est pas du tout prête pour de la chirurgie, puis elle aimerait bien qu'on préserve un peu sa fertilité. Elle a également une endométriose symptomatique douloureuse et des saignements utérins anormaux. Et puis, elle a un endométriome de l'ovaire gauche et une adénomiose sur son imagerie. Elle a une migraine sans aura et elle fume un petit peu. 5 à 10 cigarettes par jour. Les cardiologues seraient déjà par terre en train de faire un infarctus. Les gynécologues sont beaucoup plus tolérants. Donc 5 à 10 cigarettes, serait quand même bien qu'elle atterrisse plutôt sur 5 que sur 10 et mieux sur 0. Donc sa première option à elle est quand même, elle a dépassé 35 ans, elle a une migraine sans aura qui est un facteur de risque intermédiaire, elle a un petit tabagisme, ça fait beaucoup d'arguments pour ne pas lui donner un estroprogestatif à cette dame. Et on a, comme elle a cet endométriome et qu'on a vu qu'on a des données sur la croissance des endométriomes mieux contrôlées avec le Dienogest, parmi les progestatifs, c'est probablement celui qu'on aurait envie de choisir. Et puis, comme elle a une adénomiose, on a une autre option qui serait un dispositif intra-utérin ou lévonorgestrel. Donc, en résumé, on utiliserait plutôt chez cette dame un progestatif avec un choix dans le dispositif précis qui sera à discuter avec elle en fonction de ce qu'elle a peut-être déjà expérimenté d'ailleurs.
Alors sur les progestatifs, j'ai passé assez vite. Leur principal avantage, c'est qu'ils n'ont aucun impact vasculaire et métabolique. Donc chez cette patiente qui est un petit peu à risque, on est en sécurité, à l'exception du progestatif injectable, là, qui est le médroxyprogestérone acétate injectable. On peut avoir des soucis de saignement avec les progestatifs. C'est aussi la raison pour laquelle on ne propose pas souvent en première ligne chez les très jeunes femmes, parce qu'elles sont très peu tolérantes au saignement. Chez une dame de 36 ans qui a déjà eu des enfants, elle peut être un peu plus apte à comprendre que déjà, il faudrait attendre un petit peu avant de s'énerver et d'essayer de passer le cap de 3 à 6 mois pour voir si ça va aller. Donc là, un des éléments, c'est d'avoir bien fait le bilan endométrial, parce que s'il y a une lésion bénigne de l'endomètre comme un polype, évidemment, ça va aggraver le risque de saignement sous progestatif. Donc ça fait partie des choses à avoir bien réglées avant de se lancer dans une prescription thérapeutique. Alors, dans les données récentes sur les progestatifs, bon, il y a ces données sur la grosse base de données suédoise. Donc, avec les pays d'Europe du Nord, ils sont hyper organisés. Toutes leurs patientes sont enregistrées dans des bases de données. Chaque fois qu'elles respirent, c'est enregistré dans une base de données. Et donc, cette grosse étude-là suédoise qui montre, et on avait déjà des suspicions là-dessus depuis un certain nombre d'années, qu'il y a une légère augmentation du risque de cancer du sein. Donc, qui ne doit pas nous amener à catastrophiser tout le circuit ni à s'inquiéter trop, mais qui peut-être nous amène à réfléchir chez une dame qui avancerait en âge, une dame qui serait à haut risque de cancer du sein pour des raisons familiales ou parce qu'elle a eu une lésion bénigne à risque dans le passé, par exemple. Bon. Et puis dernière évolution récente aussi sur les progestatifs, donc c'est l'histoire des méningiomes. Ça c'est semi-récent, c'est le problème de progestatifs à forte dose administré pendant des années. Alors pas tant d'années que ça, parce que acétate de cyprotérone 50 mg par jour pendant 1 an, on est déjà dans la zone à risque. Pendant 3 ans, on est dans la zone à haut risque. Et Dieu sait que pourtant on l'a fait pendant des années et des années, ça. Donc sur le Dienogest, pour l'instant, il n'y a pas de données dans la littérature. Alors là, c'est la littérature internationale, c'est pas la base de données française, puisque comme le Dienogest n'est pas remboursé, il n'y a pas de données dans la littérature française, enfin la base de données française pour le moment, ou pas assez. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de signaux d'inquiétude non plus pour le système intra-utérin ou les levonorgestrel en termes de méningiome. Et là, récemment, donc la base de données française a émis un warning sur même le désogestrel, qui, au-delà de 7 ans d'utilisation et après 45 ans, donc c'est encore des conditions particulières, multiplie par 2 quand même le risque de méningiome. Et en fait, le principal critère à retenir de cette communication, qui n'est pas encore publiée, on a reçu un mail de warning, mais pas de publication pour l'instant, c'est que dans l'historique de la patiente, il faut s'intéresser à ce qu'elle a pris avant. Et que les patientes qui ont été exposées avant à un macroprogestatif sont des patientes qui sont plus à risque de développer un méningiome, même avec un petit dosage, si on le laisse pendant un certain nombre d'années et alors qu'elles vieillissent, puisqu'elles vont rentrer dans l'âge du pic d'incidence des méningiomes. Donc, dans l'historique de la patiente, là encore, vérifier qu'elle n'a pas reçu un traitement à risque de ce point de vue-là. Donc, sur les méningiomes, en même temps, c'est pas forcément la peine de paniquer. Là, je vous ai mis un petit cas clinique d'une dame de 45 ans qu'on avait, Émile Darail avait opéré quand elle avait 20 ans. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à récemment, où elle est revenue à 44 ans. Alors, à l'époque, elle avait été opérée à la Émile Darail, grosse chirurgie, donc résection digestive, etc. Et puis, quand elle revient à 44 ans, elle est très douloureuse à nouveau, alors que tout allait bien. Et sur son imagerie, on voit cette endométriose très active ici, avec des implants actifs, qui sont au contact de l'anastomose chirurgicale qu'il avait faite à l'époque, et qui ont un retentissement neurologique important, parce qu'on voit ici le muscle piriforme qui est complètement atrophique par rapport à l'autre, ce qui signe une atteinte neurologique sévère. Donc, réunion pluridisciplinaire dans le service, même Émile Darail a dit « j'y retourne pas, je la réopère pas ». Donc, trouver autre chose, et la patiente était sous Dienogest, très bien soulagée. Manque de chance, elle a fait une petite céphalée, et donc comme on est un peu excité sur les méningiomes en France, elle a eu droit à son imagerie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Un petit méningiome calcifié de la convexité ici, que vous voyez sur l'IRM en blanc ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'énerve pas. Soit on présente le dossier dans une RCP dédiée à Cochin, menée par Geneviève Plubureau, à qui vous pouvez envoyer des dossiers si vous voulez. Elle les gérera avec plaisir. Dans la salle, il y a un neurochirurgien, des endocrinos, des gynécos, tout ça. Soit vous appelez votre neurochirurgien préféré, ou de préférence celui qui suit la dame.
Et chez nous, c'est la collaboratrice préférée du chef de service à Lariboisière, celui qui a lancé Sébastien Frelich, qui a lancé toute l'histoire des méningiomes. Et donc cette dame, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit c'est un tout petit méningiome de la convexité, il n'est pas symptomatique, il m'embête pas du tout. En plus, il est calcifié, donc il bougera pas. Et donc vous pouvez continuer votre diénogèse tranquillement. Donc tout le monde a tendance à beaucoup s'inquiéter. Avant tout, il faut parler à un ami expert du sujet pour prendre des décisions. La dernière patiente dont je voulais vous parler, c'est cette jeune femme de 39 ans, donc toujours une endométriose profonde symptomatique. Elle a tout essayé en fait déjà. Elle a tout fait, les pilules, les progestatifs, les dispositifs intra-utérins. Elle a tout arrêté parce que ça marchait pas suffisamment bien. Cette dame, elle a un profil un peu particulier que vous connaissez sans doute aussi, puisqu'elle a eu une période dans sa jeunesse d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Son IMC, d'ailleurs, aujourd'hui, est toujours à 17,5, ce qui n'est pas flamboyant non plus. Elle est sous lévothyrox pour une maladie de Hashimoto, association fréquente avec l'endométriose, et elle veut pas entendre parler de chirurgie, elle est pas sûre d'avoir fini son projet familial, etc. Donc, dans ces cas-là, on est un tout petit peu dans une impasse, évidemment, et on va passer au traitement de seconde ligne, qui sont les analogues de la GnRH ou les antagonistes. Et chez cette patiente-là, vous l'avez vu venir, elle a eu une période d'aménorrhée hypothalamique, elle est trop mince, elle est sous lévothyrox, elle a plein de facteurs de risque osseux. Et donc, on va vérifier son ostéodensitométrie avant de commencer quoi que ce soit pour ne serait-ce qu'avoir une référence quand elle viendra râler parce qu'elle a fait une fracture, d'accord ? Et puis, on va s'assurer de ses apports en calcium, en vitamine D. Et puis, j'insiste un tout petit peu là-dessus, les patientes qui sont sous lévothyrox sont assez régulièrement en surdosage. Et le surdosage en lévothyrox, tout comme l'hyperthyroïdie, c'est un facteur de risque de déminéralisation osseuse. Dans une clinique de ménopause à Liège, qui est tenue par mon amie Axel Pintio, elle a regardé dans sa cohorte de femmes ménopausées sous lévothyrox, 25% sont en surdosage chronique, donc c'est très fréquent, d'accord ? Donc à vérifier chez cette patiente. Donc cette patiente, on va lui proposer soit des analogues de la GnRH. Alors juste pour le clin d'œil, je ne sais pas si vous savez comment on a découvert la GnRH et ses analogues, mais donc c'est deux messieurs, Chaly et Guillemin, qui ont eu ensuite le prix Nobel grâce à ça, qui après avoir purifié 1 tonne d'hypothalamus de brebis, ont réussi à connaître la structure de la GnRH et puis de fil en aiguille, à l'aide de manipulation de chimie, ils ont réussi à modifier cette molécule et on a obtenu les analogues agonistes, donc analogues de structure, c'est un décapeptide, agonistes parce qu'ils sont connus pour d'abord activer le récepteur de la GnRH, comme vous savez, puis ensuite le désensibiliser. Donc c'est le fameux phénomène du flare-up et puis blocage. Et puis, on a encore modifié la structure. On a réussi à obtenir des analogues, des capeptides, mais antagonistes d'emblée. Donc ça, c'est la panoplie dont on disposait jusque-là. Et puis, maintenant, on a des nouvelles molécules qui sont commercialisées depuis 6 mois en France et bientôt chez vous, j'espère, qui ont été découvertes de façon complètement différente, en fait. C'est des banques de molécules. On se demande ce qu'on va pouvoir faire avec ces molécules. On fait du screening de molécules sur des systèmes d'abord in vitro en général, puis ensuite in vivo chez des souris par exemple. Et ça, c'est une souris à qui on a injecté le récepteur humain de la GnRH pour pouvoir évaluer l'impact de ces molécules sur son fonctionnement de santé. Et ces molécules-là, elles sont complètement différentes. Ce ne sont pas des analogues structurels de la GnRH, ce ne sont pas du tout des décapeptides. Leur structure de base ici, c'est la pyrimidine. Petit souvenir de la fac, c'est une des bases de l'ADN, d'accord ? Et en transformant cette molécule pyrimidine, en accrochant des radicaux dessus, par tâtonnement et petit à petit, on réussit à trouver des molécules qui sont capables d'avoir les mêmes effets qu'une molécule qui a la même structure que la GnRH et une activité antagoniste. Donc ces molécules, elles bloquent d'emblée le système complètement. Donc, pour savoir ce qui se passe chez une souris, ce qu'on fait, c'est que on étudie son cycle œstrien en faisant un frottis vaginal tous les jours. C'est un cycle de 4 jours. J'ai fait ça toute mon année de master à l'époque. Et on voit qu'on abolit complètement le cycle œstrien de ces souris sous traitement par rapport à des souris qui ont été ovariectomisées. On obtient le même profil. Je crois que si j'entends quelqu'un taper sur son micro, c'est que je suis un peu longue. Donc, ces molécules-là, en résumé, on a un effet dose. Donc, à condition d'utiliser la bonne dose, on soulage la grande majorité des patients. On améliore leur confort de vie, leur qualité de vie tous azimuts. Avec la deuxième molécule, le Relugolix, qui est actuellement commercialisée, on sait qu'en rajoutant une ADBAC, on n'a pas d'impact sur le contrôle de la douleur.
Et on sait pour la troisième molécule qui va être commercialisée bientôt qu'on retrouve l'effet dose à forte dose et qu'effectivement, il y a besoin de mettre une add-back thérapie. Le Linzagolix va être commercialisé tout seul et on rajoutera ce qu'on veut comme add-back, alors que le Relugolix est commercialisé avec dans le même comprimé l'add-back thérapie déjà intégrée. Je vais vite pour finir. Ça permet de corriger le déficit en osseux éventuel en restaurant des taux d'estradiol qui sont dans la zone de la physiologie, c'est rapporté ici. Voilà, donc en conclusion, ces dames, vous allez les accompagner tout au long de leur vie, leurs besoins vont changer, elles auront des problématiques de douleur, puis de fertilité, puis de facteurs de risque qui s'accumulent. On a de nouvelles informations sur tous ces secteurs-là, avec de nouvelles options actuelles pour les traiter, et donc on reste connecté aux informations. Je vous remercie de votre attention. Merci professeur Jabert pour ce tour d'horizon sur la prise en charge thérapeutique de l'endométriose. Alors, le temps de passer la parole au deuxième orateur que je vous laisse présenter. Oui, donc peut-être juste encore une question, si vous voulez. On a le temps pour une toute petite question avant de présenter la deuxième oratrice. Peut-être, oui, je me permets de vous la poser. Je suis là. Je ne vois pas. Non. En bas, en haut, dites-moi. C'est l'estrade. Pardon. Où est-ce que vous situez dans votre algorithme de prise en charge le traitement hormonal? Parce que l'endométriose souvent n'est pas seule, il y a aussi une adénomiose, il y a aussi des soucis de fertilité, il y a aussi l'acceptabilité du traitement par les patientes. Donc c'est un algorithme qui me paraît un peu compliqué. Et je voulais savoir, parce que dans les recommandations même de l'ECHRE ou du GNOF, on commence par les progestatifs, on passe aux analogues, mais parfois on est obligé d'aller directement vers une deuxième ligne dans certaines situations. Je voulais savoir quelle est votre expérience dans la situation de cette prise en charge par rapport au traitement hormonal dans la prise en charge de cette endométriose. Ouais, où est-ce que vous la situez? Nous, on n'a pas vraiment d'algorithme en dehors de celui que je vous ai décrit. Femmes jeunes plutôt estroprogestatifs pour une meilleure tolérance et femmes moins jeunes à cause des facteurs de risque progestatifs de première ligne. Et en deuxième ligne, les analogues. Après, il n'y a pas réellement d'algorithme. Il y a une patiente avec des besoins. Et donc, pour chaque patiente, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas de... C'est comme dans la mode, hein. Là on est dans le sur-mesure obligatoire en fait. Donc voilà, il y a un algorithme théorique mais qui est en permanence dévoyé parce qu'on s'adapte à ce que veut la patiente. Et dans ce domaine-là, j'ai un tout petit peu insisté là-dessus volontairement, c'est quand même beaucoup la patiente qui décide ce qu'on fait. Hein. Je ne sais pas si c'est votre expérience, mais c'est la mienne en tout cas. Oui. Alors, c'est dans le même sens que notre ami Bachouchi, c'est-à-dire que vous faites partie d'une équipe qui est plus connue chirurgie que traitement médical. Et justement, notre question, c'est le parcours de soins pour une patiente qui a une endométriose, et je précise, profonde, très douloureuse. Quand elle arrive dans le service, c'est qui s'en occupe? Et puis finalement, la question, la curiosité, est-ce que tous les patientes sont en RCP? Et c'est quoi qui prime en dernier? C'est le désir de la patiente ou c'est l'équipe chirurgicale qui veut opérer ou quoi finalement? Comment vous trouvez votre équilibre parmi une équipe des plus connues de Paris? Alors l'équilibre en général, qui s'en occupe, elles sont adressées par quelqu'un le plus souvent, mais quelquefois elles arrivent seules. Si elles arrivent seules, en général, on les voit nous en premier, l'équipe médicale, pour débrouiller le dossier et regarder s'il y a une raison de les adresser au chirurgien ou pas. Si elles arrivent adressées par un médecin, on a déjà des informations qui permettent d'orienter le dossier. Donc la secrétaire qui reçoit le courrier demande à un des médecins référents qui peut prendre en charge la patiente. L'équipe chirurgicale chez nous a arrêté d'avoir le bistouri entre les dents depuis un certain temps maintenant déjà. Et donc ils sont pas du tout accrochés à opérer les patientes. Et quand alors les situations où on est obligé de le faire, c'est la menace urinaire, la menace digestive, l'atteinte du côlon droit, etc. Où là, on pousse la patiente à se faire opérer pour éviter des complications, mais c'est des cas qui restent quand même relativement limités. Et donc, c'est vraiment une discussion collégiale. Donc, c'est tous les mardis après-midi à 16h, 20 dossiers tous les mardis après-midi, systématique. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci bien pour cette belle discussion. On passe maintenant au deuxième orateur et c'est professeur Samir Hamama qui va nous donner une présentation sur l'endométriose et l'effet de l'endométriose sur les ovocytes et les embryons.